Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche en ma présence et sois parfait. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai ta descendance à l'infini. » Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi : « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi, je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi, je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. » Livre de la Genèse, chapitre 17. Bonjour mes chers amis, compagnons d'armes, spectateurs occasionnels et réguliers. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de Barchenko, même si tout ce que vous entendrez est directement en lien avec lui. Voici donc la troisième partie de mon récit. Je vais la nommer « Les Trois Couronnes » et nous allons remonter le temps. Je commence en citant un article de la revue scientifique Acta Naturae, qui traite de diverses questions des sciences, de la vie et de la biotechnologie, ainsi que les défis de développement innovants de cette branche. Le fondateur de la revue est le regretté académicien Grigoriev, professeur de l'Université de Moscou et chef du département de médecine fondamentale, lauréat du prix d'État de l'URSS et les 2 prix d'État de la Fédération de Russie. Il a aussi reçu le titre de maître émérite de la science de la Fédération de Russie. Citation : des scientifiques russes ont déchiffré le code génétique du grand-duc Dmitri Alexandrovitch, le fils d'Alexandre Nevsky. La découverte de son lieu de sépulture a eu lieu en 2020. Les recherches ont permis d'obtenir de nouvelles données sur l'histoire génétique de la dynastie de Rourikovitch. L'analyse de l'ADN a montré que Dmitri Alexandrovitch avait les yeux bruns, les cheveux foncés ou bruns, et une couleur de peau qui n'était ni trop claire ni trop foncée. Le matériel génétique indique que parmi les ancêtres du prince se trouvaient des représentants des peuples scandinaves, finno-ugriens et les peuples nomades des steppes. La définition des haplogroupes était intéressante. Ces haplogroupes montrent que les ancêtres du prince avaient des liens avec des personnes enterrées au cimetière de l'île Bolchoï, Olénie, au 2e millénaire avant notre ère. Cela suggère que leurs descendants ont transmis la lignée génétique aux Scandinaves. Référence géographique : l'île Bolchoï-Olénie est située dans la baie de Kola, dans la région de Mourmansk. À proximité, il y a l'île Ekaterininsky, ainsi que 2 petits îlots de réserve, Sredny-Oleni et Malii-Oleni. L'île Bolchoï-Oleni est une zone protégée par la station biologique de Mourmansk. En 1925, sur cette île, on a mis au jour le cimetière d'Oleneostrovski, qui remonte à l'âge de fer. En 1928, Alexei Viktorovitch Schmidt a entrepris des fouilles sur ce site archéologique. D'après les archéologues, les colons ont débarqué dans cette région il y a environ 3500 ans. Mais nous n'allons pas nous plonger maintenant dans cette découverte vraiment étonnante. Il est difficile de caractériser cet événement comme une découverte, car certains représentants de l'humanité le savent depuis longtemps. J'ai mentionné quelques-unes de ces personnes dans la 2e partie de mon récit, et qui précisément proscrit cette découverte également. Pour ceux qui veulent une compréhension plus approfondie, les liens seront inclus dans la description. De plus, je tiens à vous rappeler que nous étudions de manière plus approfondie les données de mes enquêtes dans mon canal sur Telegram. Si vous êtes intéressé par nos recherches, vous êtes le bienvenu.
Mais revenons à nos investigations. D'après ce qui a été dit au cours de cette présentation, j'ai souligné 3 points importants. Pour commencer, d'où vient la dynastie Rurikide? Il ne fait aucun doute que c'est l'île Bolchoï-Olénie, à côté d'Alexandrovsk, anciennement Trekonung. Pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas de quoi je parle, je vous propose de regarder mon film en 2 parties, la véritable histoire d'Alexandrovsk. Les liens seront également mentionnés dans la description. La version française de ce film sera bientôt disponible. Deuxième point important, sur cette île, on a découvert des sépultures très étranges. Les squelettes ressemblent à ceux des humains, mais parfois beaucoup trop grands. En ce qui concerne l'ADN, c'est tout simplement incroyable. Leur culture est différente. Par contre, la civilisation semble être la nôtre. Gourina a même fait une tentative pour enterrer ses squelettes, au sens figuré, bien sûr. Et vous savez quoi? Elle a réussi. Pour le moment. Il est évident que le 3e élément est la référence à Alexandre Nevski, qui était le père du grand-duc Dmitri Alexandrovitch. Je comprends maintenant pourquoi Nevski était si déterminé à détruire tout ce qui est maintenant désigné comme d'origine russe, après avoir conclu un accord avec des nomades. Citation. L'analyse finale indique que le grand-duc Dmitri Alexandrovitch se trouvait génétiquement dans la lignée des premiers habitants de la Scandinavie et des Vikings. Cependant, il avait également une composante eurasienne importante dans son génome, qui pourrait être transmise par des représentants des peuples finno-ougriens ou des nomades de steppe d'Europe centrale, selon la revue Acta Naturae. Il semble que le grand-duc Dmitri lui-même et son père Alexandre Nevski étaient des sangs mêlés, car leur génome était déjà mélangé. Et, probablement, Alexandre Nevski se trouvait en dernier dans l'ordre de succession au trône. Il ne pouvait obtenir le pouvoir qu'en éliminant tous les candidats de race pure. C'est la raison pour laquelle la Biarmie a été rasée. Cependant, le résultat escompté n'a pas été atteint. Contexte historique. La Biarmie, un État énigmatique dont la capitale était connue sous le nom de Birka ou Berga, était située au centre de la partie nord-ouest de la péninsule de Kola. Il est également connu que sur le territoire de cet État se trouvaient des villes telles que Monomansk, où se trouve actuellement la ville de Mourmansk, et Trekonung, qui est devenue, des siècles plus tard, la ville d'Alexandrovsk. Dans la baie de Kola, à proximité d'Alexandrovsk, se trouve l'île Bolchoï-Olénie, dont j'ai mentionné les sépultures étranges. Trekonung, alias Alexandrovsk, peut aussi être désigné comme le berceau des fondateurs de toutes les familles royales, maintenant connues dans le monde entier. On sait aussi qu'il existait une zone de libre-échange économique connue sous le nom de Kégor, dans le nord-ouest de la péninsule de Kola. Elle s'étendait d'Alexandrovsk à la presqu'île du Varangé, incluant la péninsule de Rybatchi, également connue sous le nom de l'île de Thulé. Cette zone a gardé son statut jusqu'à la fin des années 1920, comme en attestent les nombreux documents de différentes époques, y compris l'étude statistique de Murman, tome 2, volume 2. Description des colonies à l'ouest de la baie de Kola, aux frontières de la Norvège, édition 1940. Vous trouverez la référence au document dans la description. Et maintenant, je vais vous montrer comment le blason de Trekonung était représenté sur les anciennes cartes. N'est-ce pas amusant? J'espère sincèrement que mes vidéos sont regardées par des personnes instruites, sans qu'il soit nécessaire de leur expliquer la signification de ces symboles. Pour les spectateurs occasionnels, je vais être bref. Ce sont des symboles de pouvoir absolu. Je peux aussi vous montrer sur la carte où se trouve l'étoile de Bethléem. C'est une carte datant de 1524.
Je plaisantais sur l'étoile, bien sûr. Voyons la légende de cette carte. Ce symbole nous indique que c'est une forteresse. Pourquoi en suis-je si sûr? Tout d'abord, je sais exactement où elle se trouve. Ensuite, le descriptif détaillé de cette forteresse a été rédigé dans les notes d'ethnographe, un livre écrit par Charnolski, un ethnographe soviétique qui a personnellement exploré ces régions et a écrit une histoire fascinante. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce sujet, le lien vers la vidéo dans laquelle j'analyse tout en détail sera dans la description. La version française de ce film sera bientôt disponible. Mais aujourd'hui, nous nous arrêterons à, appelons-le, Rurik, le premier. Oui, ce même Rurik qui est le père fondateur de l'État russe et qui a été invité à régner sur le Novgorod et ses environs. Je ne vais pas vous raconter la biographie de Rurik maintenant, car il y a tellement d'informations sur ce sujet sur Internet, tout comme les versions. Les doutes raisonnables que j'ai soulevés ont été expliqués en détail dans la première partie de mon enquête. Cependant, je tiens à souligner 2 points qui me semblent importants. J'aimerais vous lire un court extrait de sources officielles, d'après l'histoire datée de 862 dans la Chronique des temps passés et dans la partie non datée du premier recensement de Novgorod. Rurik a été sollicité pour prendre le trône par les tribus Variag, Slovène, Krivitch, Méris et éventuellement les Vésis. Rurik est venu avec sa tribu, appelée russe, dont l'appartenance ethnique est toujours sujette à controverse. Je ne vais pas me concentrer sur le fait de savoir quel pays était connu sous le nom de Russie à cette époque. Et, je répète, l'origine ethnique demeure incertaine. Je suis intrigué par quelque chose d'autre. Toutes les sources disent que Rurik a été appelé à la régence. Mais, concrètement, cela s'est passé comment? Après des siècles de pillages et de raids réciproques, ces tribus dispersées, principalement des sauvages, ont soudainement décidé d'envoyer les parlementaires. Comment ont-ils découvert l'existence de Rurik? Combien d'années la délégation a-t-elle mis pour arriver jusqu'à lui? Et comment ont-ils su qu'il accepterait leurs propositions? Il se peut que ce n'était pas du tout de cette façon que cela s'est déroulé. Peut-être que c'est Rurik qui est venu à eux et a réussi à convaincre tout le monde. Mais dans quelle langue et en utilisant quelle méthode? Dans les chroniques historiques, aucune conquête n'est mentionnée concernant cette période. Imaginons que les chroniques en question, pour des raisons diverses, aient omis de mentionner les éventuelles conquêtes. Dans ce cas, combien d'années aura duré cette guerre? Et quelle était la taille de l'armée de Rurik pour pouvoir conquérir le territoire presque aussi grand que le Royaume-Uni ou la Roumanie? Puis, prendre possession d'un territoire, c'est une chose. Le contrôler et l'administrer, c'est un autre problème. Si l'État centralisé n'existait pas au moment de la conquête, comme c'était le cas à cette période, comment faire pour que tes nouveaux sujets respectent tes lois en ton absence? Et éviter qu'ils ne reviennent à leurs pratiques ancestrales, telles que le pillage et les razzias entre les tribus. Une fois de plus, faisons appel à notre imagination. Admettons qu'à l'arrivée de Rurik, tout le monde s'est incliné à ses pieds et était en accord avec toutes ces conditions. Encore une fois, quelle était la langue utilisée par les différentes tribus et l'équipe de Rurik pour se mettre d'accord? Par exemple, la tribu Saami, qui habitait à cette époque dans la Biarmie, parlait 3 langues différentes. Encore une question. Comment ces tribus sauvages ont-elles réalisé que c'était Rurik qui était attendu depuis longtemps?
et pas un autre prince ou chef militaire. Les portraits de Rurik étaient accrochés partout en Carélie. Si on exclut toutes les versions absurdes, reste la seule et, à première vue, la plus fantastique. Rurik possédait quelque chose, un argument contre lequel il était impossible de lutter. Quelque chose qui a permis de surmonter les obstacles linguistiques et de mettre en place non seulement des lois uniformes, mais aussi une culture des relations. En réfléchissant, il devient évident que ce doit être un mécanisme d'influence sur la conscience de masse. Examinons la gravure du XVIIIe siècle où Rurik tient un objet étrange. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Pendant que vous réfléchissez, permettez-moi de vous exposer deux faits, à première vue, sans lien. Rurik avait une femme connue sous le nom d'Efanda Ourmanskaya ou Mourmanskaya. Rappelons-nous pourquoi Alexandre Barchenko a été dépêché dans le Nord pour un voyage d'affaires d'une durée de 2 ans, dans le but d'étudier un phénomène étrange connu sous le nom de Mériachenie. Merci à tous pour votre attention. À bientôt dans la 4e partie et bonne journée.